Le cas Abercrombie & Fitch, le pauvre Fitch, on l'oublie toujours, est sans doute, en ce qui me concerne, un des cas les plus passionnants que j'ai rencontrés dans mes années de marketing et de communication. Il est passionnant à la fois parce que c'est un formidable succès, et donc il est important de comprendre pourquoi c'est un formidable succès. Enfin, je précise, puisqu'aujourd'hui on a tendance à croire qu'Abercrombie a le vent contraire, que c'est une marque de textile qui a réussi à atteindre les 4 milliards de chiffre d'affaires, que c'est une marque qui, durant 7, 8 ou 10 ans, a toujours été classée parmi les 5 marques favorites des jeunes Américains, que les queues à la sortie des magasins n'ont jamais été aussi importantes. Petite anecdote, à New York, le 26 décembre, c'est le Boxing Day, c'est un jour de folie pour les soldes. Sur la 5e avenue, là où il y a la plus grande queue, c'est devant Abercrombie & Fitch. Naturellement, c'est logique, les gens pensent faire de bonnes affaires, ils ont raison, sauf que le seul magasin qui ne fait pas de solde ce jour-là, c'est celui-ci. Donc, je veux dire, cette marque a une aura assez exceptionnelle. En même temps, elle porte des risques qu'on peut ressentir dès le départ. Et ces risques, ils sont, ils sont restés pendant longtemps à l'intérieur d'Abercrombie. Ils étaient implicites, sous-entendus, mais la marque savait brillamment ne pas prêter le flanc à la critique. Et puis quelques successions d'incidents de gestion très mauvaise de crise et de stupidité émise par le président d'Abercrombie ont fait qu'aujourd'hui, la marque a quelques problèmes. Donc, ce qui est intéressant dans le cas d'Abercrombie, c'est cette formidable grandeur, ce formidable succès, et cette ère de décadence qui semble envahir petit à petit la marque, mais certainement pas aujourd'hui, en tout cas, au point d'en amoindrir à ce point son business. Abercrombie & Fitch, c'est une marque centenaire aux États-Unis, une marque qui est spécialisée dans tous les produits d'extérieur, la chasse, le sport, la pêche, etc. Et qui vivait son petit bonhomme de chemin. Elle a été reprise par des gens qui ont compris le potentiel de cette marque et donc, à partir des années 80 et 90 surtout, l'ont repositionnée. Abercrombie & Fitch a été repositionné comme si c'était une marque de toujours. Vous demandez aux gens quand est-ce qu'est née cette marque, ils peuvent imaginer qu'elle est née au 19e siècle, et totalement sous l'emprise de ce que j'appellerais la culture WASP bostonienne, la culture également Gatsby. C'est cette Amérique qui se veut à la fois ni urbaine, ni moderne à la manière de New York, ni dans une espèce de frime et dans une espèce d'artifice à la manière de Los Angeles. C'est ce retour aux sources d'une Amérique, j'allais dire pure et dure, de cette Amérique blanche, anglo-saxonne protestante, amoureuse de nature, amoureuse de sport, amoureuse du corps, amoureuse de la beauté, de l'esthétique. Il y a un petit côté arien là-dedans. Et qui finalement est un modèle projectif qui est assez formidable pour une partie des Américains. Et Abercrombie & Fitch est né de cela, des produits de qualité à un prix élevé dans des lieux qui sont des lieux totalement discriminants. Et ce qui est fort dans cette marque, c'est finalement ce caractère atypique, ce rapport à, et je mets des guillemets qu'on comprenne bien, à la discrimination au sens où c'est une marque qui a des adeptes et c'est une marque qui par ailleurs est rejetée par d'autres. Et tout son marketing est un savant équilibre entre l'adoption et le rejet. Ce qui est remarquable dans la démarche d'Abercrombie & Fitch, c'est d'abord une formidable cohérence. C'est-à-dire que Abercrombie & Fitch exprime l'image d'une Amérique idyllique, d'une Amérique qui est à la fois l'amour de la nature, l'amour du sport, l'amour de la beauté, l'amour du muscle, l'amour du physique, etc. Elle l'exprime à travers, d'abord, ses mannequins, à travers sa communication. Elle l'exprime à travers ses produits qui ne sont absolument pas sous la menace de la saisonnalité en permanence, des soldes en permanence, du renouvellement. Vous allez dans une boutique Abercrombie & Fitch aujourd'hui, vous avez l'impression que les 3/4 des vêtements, c'est les mêmes qui étaient vendus il y a 5 ans. Donc un rapport à la mode qui est un rapport très malin, très distancié.
Et puis, Abercrombie Fitch n'est vendu que dans les magasins. Donc on est en face d'une marque qui est également un réseau de distribution. Et cette marque-là a réussi sans doute ce qu'on peut faire de mieux en termes de marketing sensoriel. Quand on rentre dans une boutique Abercrombie Fitch, on est parfaitement dans la division attendue par la marque. Les jeunes sont emballés, les parents sont dévastés. Alors, ils sont dévastés d'abord parce que ça sent mauvais pour eux, parce qu'il y a le parfum de la marque qui est omniprésent, alors que les jeunes trouvent ça formidable. Les parents sont dévastés parce qu'il y a un bruit de musique qui est énorme, alors qu'eux aimeraient plutôt une douce musique que personne n'entend. Les jeunes sont très contents. Les parents sont complètement incapables de saisir le magasin, tellement il est obscur. Il y a une espèce d'éclairage qui n'a rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui, par exemple, dans des grands magasins. Et donc, ce magasin-là, il dit sans le dire. Voilà la force d'Abercrombie, ce que j'ai appelé le marketing de l'implicite. Il dit sans le dire, ici, c'est le temple des jeunes, et certainement pas des vieux, encore moins des moches et encore moins des gros. 3 échecs qui vont pondérer maintenant non pas cet amour que j'ai pour la marque, mais en tout cas cet intérêt. 1, ils ont mis beaucoup de temps à s'internationaliser, et finalement ça a sans doute créé un handicap. 2, tant qu'on était dans l'implicite, ça fonctionnait très très bien. C'est-à-dire que tant qu'Abercrombie ne disait pas « je suis pour les uns et absolument pas pour les autres », tant qu'Abercrombie ne disait pas « je ne veux pas que les gros viennent chez moi ». Donc, ce que je fais, je ne fais rien, je ne fais pas un discours anti-gros. Je rappelle, aux États-Unis, on sait très bien le phénomène de l'obésité. Par contre, je fais du maximum XL qui est à peine un L déguisé. Donc, ça veut dire que finalement, les gens savent très bien qu'ils ne trouveront pas leur taille chez moi. Et ce système-là fonctionnait à partir du moment où vous n'en parliez pas. Plusieurs propos émis par le président d'Abercrombie ont fait que aujourd'hui, il s'est mis à dos toute la blogosphère. Et finalement, ce qui était moderne, branché, étonnant, même, je dirais, provocateur, est devenu, pas ringard, mais est devenu rétrograde. On a l'impression de se retrouver avec un discours d'il y a une centaine d'années. Donc, finalement, Abercrombie a franchi ce qu'il ne devait pas franchir, c'est-à-dire le passage de l'implicite à l'explicite. Troisièmement, il y a sans doute aussi un renouvellement des générations. Enfin, il y a absolument un renouvellement des générations, mais ce qui était à la mode voilà 20 ans ou voilà 10 ans le devient moins. Et comme les produits n'ont pas vraiment changé, alors forcément ça affaiblit la marque. Je rajoute un 4e point, mais qui est essentiel dans le marketing, c'est que le développement d'Abercrombie a entraîné cette bonne idée de lancer une seconde marque. Sauf que la seconde marque, qui s'appelle Hollister, est une copie conforme d'Abercrombie sur à peu près tous les domaines, et par conséquent un peu moins cher. Donc vous proposez finalement la même idée, à peu près le même concept, des produits qui sont absolument des copies. Vous regardez les sacs, ce sont les mêmes, vous regardez les sweatshirts, ce sont les mêmes, un peu moins cher. Et donc très vite, une partie du public a adopté Hollister et a laissé tomber Abercrombie. Ce qui devait être un complément de business est devenu parfois une substitution de business, forcément aux dépens de la marque. Mais je crois qu'il y a une grande idée derrière Abercrombie. Critique, mais grande. Et je crois qu'il n'y a pas de grande marque sans grande idée. Et l'un des problèmes aujourd'hui, qui explique sans doute les difficultés que peuvent ressentir les professionnels de la communication à trouver une particularité à une marque ou à une entreprise, c'est que finalement, une marque, ce n'est pas égal au produit qu'elle commercialise. Une marque, c'est quelque chose en plus. D'autant plus qu'Abercrombie n'est pas qu'une marque de produits vendus partout, mais c'est une marque qu'on ne retrouve que dans ses points de vente. Donc, moi, la première leçon que je retiendrai, qui est terrible, parce qu'elle est très simple à énoncer, mais très compliquée à construire, c'est qu'il n'y a pas de grande marque sans grande idée. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de grande marque sans expérience. C'est-à-dire qu'une grande idée, c'est de la théorie, mais l'expérience, c'est quelque chose. Que l'on aime ou non l'idée que Disney je dirais, incarne le monde féerique de l'enfant, c'est une chose. Mais quand vous allez à Disneyland ou à Disney World avec des enfants, là, la féerie Disney, elle est vécue.
Et cette expérience explique pourquoi, malgré tout ce qu'on peut avoir dit sur Disney, ça reste aujourd'hui, je dirais, le numéro un, le meilleur ami des enfants dans le monde entier. Parce que l'expérience vécue de Disney, dans les Disney World, les Disneyland, dans les films, c'est une expérience exceptionnelle. L'expérience que proposait, j'utilise le passé, mais je pourrais encore utiliser le présent, l'expérience que propose Abercrombie est une expérience du point de vente qui, du côté de l'utilisateur, acheteur potentiel, est assez exceptionnelle quand on compare aux autres points de vente. Dans les autres points de vente, on propose une expérience client, c'est-à-dire des produits, des vêtements, des étiquettes, des prix, des cintres et des cabines d'essayage. Chez Abercrombie, on propose une ambiance assez étonnante, assez exceptionnelle, pas révolutionnaire, mais qui, je dirais, en tout cas, mérite nettement d'être soulignée quand on la compare aux autres. Une grande idée, une expérience. Je pense que tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les bons enseignements, une marque, c'est une grande idée, une marque, c'est une expérience. Un point de vente, c'est un endroit dans lequel on n'est pas simplement en train d'acheter, on prépare déjà le réachat parce qu'on ressent des choses, le rapport humain avec les vendeurs. Tout cela fait partie, je dirais, aujourd'hui du b.a.-ba du très bon marketing. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que une grande idée, elle est forcément contestable. Et que les grandes marques qui réussissent ne sont pas nécessairement des marques qui plaisent à tout le monde. Mais ce sont des marques qui sont adorées par certains. Et sans doute qu'il faut trouver là la réussite d'Abercrombie & Fitch, quand même en moins de 30 ans, 4 milliards de chiffre d'affaires, plusieurs centaines de magasins dans le monde, des flagships un peu partout maintenant à l'international, c'est qu'Abercrombie crée à la fois des anti et des pros. Mais des pros qui achètent et qui adorent la marque, même s'il y a des anti qui détestent cette marque. La neutralité est sans doute ce qu'il y a de... la neutralité en marketing est sans doute le pire des lieux. Je crois que le mieux, c'est l'écart type et certainement pas la moyenne. Et si on veut une marque dans l'écart type, alors on l'a avec Abercrombie & Fitch.